Année 2009, des femmes ont commencé à disparaître à Bradford, dans le comté du West Yorkshire en Angleterre. Les disparues menaient une vie à risque, ce qui a conduit beaucoup de gens à supposer qu'elles s'étaient simplement enfuies pour affronter leurs problèmes ailleurs. Mais en l'an 2010, le gestionnaire d'un immeuble résidentiel a aperçu quelque chose sur une vidéo de surveillance, quelque chose qui allait placer Bradford sous les projecteurs de la nation. Bienvenue sur la chaîne YouTube Chronique des Charges. Passons au dossier. Stephen Griffiths est né le 24 décembre 1969 dans le comté du West Yorkshire, en Angleterre. Son père, également prénommé Stephen, travaillait dans une entreprise de produits surgelés, tandis que sa mère, Moira, était standardiste. Le couple a ensuite eu 2 autres enfants, une fille, Caroline, née en 1972, et un fils, Philippe, né en 1976. Leur mariage n'a pas duré, et en 1982, Stephen Senior et Moira ont divorcé. Stephen était déjà un enfant réservé, et la séparation de ses parents l'a encore plus replié sur lui-même. Pour tenter de l'aider, ses parents l'ont inscrit dans la prestigieuse Queen Elizabeth Grammar School, espérant que cela lui permettrait de prendre un bon départ. Mais cet établissement avait accueilli un autre élève tristement célèbre, le meurtrier à l'acide John Haigh, qui entre 1944 et 1949 avait tué au moins 6 personnes. Toutefois, Stephen ne montrait pas les résultats scolaires espérés par ses parents. Au lieu de cela, il a développé un intérêt pour les armes et les arts martiaux, ce qui lui a valu de nombreux ennuis, car il amenait souvent des couteaux et des étoiles de ninja à l'école. Finalement, il a quitté l'école à 17 ans et a erré sans but dans la ville. En 1987, il a été pris en flagrant délit de vol à l'étalage dans une boutique locale. Lorsque le propriétaire a tenté de l'arrêter, Stephen a sorti un couteau et l'a lacéré au visage. L'homme a subi des blessures nécessitant 19 points de suture et Stephen a été condamné à 3 ans dans un centre de détention pour mineurs. Grâce à sa bonne conduite, il a été libéré après 1 an et demi. Pendant son incarcération, il a bénéficié d'un suivi psychiatrique qui l'a poursuivi après sa sortie, ce qui l'a aidé à maintenir une certaine stabilité, mais il ne parvenait pas à trouver un emploi. Il n'est pas retourné vivre chez sa famille et est devenu un vagabond. Il a rapidement développé un intérêt pour l'étude du comportement criminel et après sa libération, il s'est inscrit en psychologie dans un collège de Bradford. Son agent de probation l'a aidé à trouver un logement à proximité du campus. Ce logement se trouvait à seulement quelques centaines de mètres de l'ancienne maison d'un des tueurs en série les plus célèbres du Royaume-Uni, l'éventreur du Yorkshire, connu sous le nom de Peter Sutcliffe. Entre 1975 et 1980, Sutcliffe a tué au moins 13 femmes et en a blessé de nombreuses autres. La zone autour du collège était remplie d'étudiants et idéale pour se faire des amis, mais Stephen ne montrait aucun intérêt pour les interactions sociales. Il restait replié sur lui-même et isolé. Ses paranoïas et ses délires le rendaient menaçant pour son entourage. En 1991, il s'est approché d'un groupe de 4 étudiantes, a sorti un couteau, l'a placé sous la gorge de l'une d'elles et a demandé « Pourquoi tu ris, petite ?» Il ne les a pas blessées, mais quelques jours plus tard, lorsque le père de l'une des jeunes femmes l'a confronté à propos de son comportement, Stephen a de nouveau brandi un couteau. Après son arrestation, une évaluation psychiatrique a révélé son obsession pour l'idée de tuer. Il a été condamné pour 2 cas de trouble à l'ordre public et un cas de possession d'armes en lieu public. Il a écopé de 2 ans de prison et pendant son incarcération, les gardiens ont remarqué son obsession pour les tueurs en série célèbres. Une infirmière pénitentiaire alarmée a envoyé un rapport au directeur de la prison après que Stephen lui a dit « Ce que Sutcliffe a fait, ce n'est rien. Je vais le surpasser. Il n'était qu'un chaton à côté de moi. » Malgré cet avertissement, Stephen a été libéré en 1993. Après sa sortie,
Il semblait vouloir remettre sa vie sur les rails. En 1997, il s'est inscrit en licence de psychologie à l'université de Leeds. Durant ses études, il a eu plusieurs relations amoureuses et ses ex-petites amies ont plus tard témoigné de ses habitudes étranges. L'une d'elles se souvenait qu'il bourrait ses oreilles de coton par peur que des insectes y pénètrent pendant son sommeil. Il paniquait également si quelqu'un touchait ses cheveux. Son appartement ressemblait à un véritable musée du crime, avec des livres, des magazines et des DVD sur les tueurs en série éparpillés partout. Il exposait aussi diverses armes sur les murs, dont un arbalète. À l'une de ses petites amies, il a menti pendant 2 ans en prétendant vivre chez ses parents avant de finalement l'emmener chez lui. Horrifiée par l'état de son appartement, elle a prétexté un malaise pour qu'il la ramène chez elle et a rompu avec lui dès le lendemain par téléphone. Une autre jeune femme pensait au départ entretenir une relation normale, mais Stephen lui a progressivement révélé son vrai visage. Il lui parlait sans cesse de son obsession pour Peter Sutcliffe et affirmait vouloir le surpasser. Finalement, elle l'a quitté à cause de son comportement de plus en plus inquiétant. En l'an 2000, Stephen a entamé une relation avec Kathy Hancock. Kathy vivait à 32 km de là dans son propre appartement avec ses 2 chiens Yoshi et Taz. Stephen ne supportait pas son indépendance et encore moins le fait qu'elle partage son attention avec ses animaux. Un jour, alors qu'elle se trouvait chez lui à Bradford, il a mis des comprimés dans son verre. Lorsqu'elle a commencé à se sentir mal, il lui a avoué hilar qu'il lui avait administré un médicament incompatible avec son traitement. Il lui a interdit d'appeler les urgences, alors elle s'est rendue seule à l'hôpital. Pendant son absence, Stephen a emmené ses chiens sur un terrain de camping et les a donnés à des inconnus. À son retour, il lui a raconté que des cambrioleurs étaient entrés chez elle et que la seule chose qu'ils avaient volée, c'était ses chiens. Ne se sentant plus en sécurité dans son appartement sans ses animaux, Kathy a emménagé chez Stephen. Mais un voisin âgé lui a finalement révélé que c'était bien lui qui avait fait disparaître ses chiens et Stephen a fini par avouer la vérité. À partir de ce moment, leur relation est rapidement devenue violente. Kathy, formée à l'autodéfense, se défendait, mais cela semblait amuser Stephen encore plus. Lorsqu'elle a enfin décidé de le quitter, elle a disparu pendant plusieurs mois avant de retourner vivre chez ses parents. Mais Stephen a continué à la harceler et à la traquer pendant 9 ans. Un jour, il l'a appelée pour lui dire qu'il avait adopté un chiot, avant de lui raconter froidement qu'il lui avait coupé la queue. Kathy l'a convaincu de lui remettre l'animal, ce qu'il a accepté. Elle a obtenu plusieurs ordonnances de restriction, mais Stephen attendait patiemment qu'elles expirent pour reprendre contact avec elle. Il a harcelé d'autres femmes et a été arrêté à plusieurs reprises pour cela. Mais en l'an 2009, il a finalement décidé de passer à l'acte. En l'an 2004, il s'est inscrit en doctorat à l'université de Bradford pour étudier le phénomène du meurtre. Durant les 5 années suivantes, il a vécu en reclus, se consacrant à ses recherches en solitaire. Il assistait rarement aux cours et passait le plus clair de son temps dans les bibliothèques ou chez lui, absorbé par des ouvrages sur les tueurs en série. À peu près au moment où sa relation avec Kathy s'est terminée, Stephen a développé une obsession pour les reptiles. D'abord passionné par les serpents, il s'est rapidement mis à adopter des varans comme animaux de compagnie. Il en a finalement eu 4, mesurant chacun environ 1 mètre. Il les promenait en laisse, ce qui lui a valu le surnom de « homme-lézard » parmi ses voisins. À la mi-année 2009, Susan Rushworth, âgée de 43 ans, tentait de reprendre sa vie en main. Mère de 3 enfants, elle venait de terminer un programme de réhabilitation et s'était débarrassée de son addiction à l'héroïne. Sobre depuis 6 semaines, elle était retournée vivre chez sa mère et s'efforçait de reconstruire sa relation avec ses enfants. 2 adultes et un dernier, âgé de 9 ans. Susan Thompson est née le 31 décembre 1965, dernier enfant de Barry et Christine Thompson.
Elle a grandi à Bradford et a eu une enfance relativement normale. Mais à 17 ans, elle a subi une hémorragie cérébrale qui a failli lui coûter la vie. Elle a perdu l'usage de son bras droit ainsi que la capacité de parler et a dû tout réapprendre. En 1984, près d'un an après cet épisode, elle s'est mariée avec David Rushworth et ils ont eu 3 enfants ensemble. Cependant, leur mariage n'a pas tenu et ils ont divorcé en 1994. Après son divorce, Suzanne est devenue vulnérable et a peu à peu fréquenté des personnes que sa famille considérait comme de mauvaises influences. À un moment donné, elle s'est installée chez un compagnon qui la maltraitait et pour faire face à cette situation, elle a commencé à consommer de l'héroïne. Rapidement dépendante, elle a fini par se prostituer pour financer sa consommation. Mais en l'an 2009, elle avait décidé de tourner la page. Elle avait quitté son compagnon violent et emprunté de l'argent à sa mère pour s'inscrire dans un centre de réhabilitation. Après avoir complété le programme, sa famille avait été témoin de ses progrès et de son enthousiasme à l'idée d'un nouveau départ. Mais le 22 juin de cette même année, Suzanne a disparu. Beaucoup ont supposé qu'elle était simplement retombée dans ses anciennes habitudes, mais sa famille savait que ce n'était pas possible. Certes, elle s'était prostituée, mais elle n'avait jamais totalement sombré dans cet univers. Même pendant ses années de dépendance, elle n'avait jamais coupé le contact avec ses proches, jamais disparu, sans prévenir ni déménager comme d'autres femmes dans sa situation. De plus, elle souffrait d'épilepsie et suivait un traitement strict qu'elle n'avait pas emporté avec elle au moment de sa disparition, signe qu'elle n'avait pas prévu de s'absenter longtemps. Ce jour-là, elle s'était rendue à un rendez-vous avec une amie, mais n'était jamais arrivée à destination, ce qui a immédiatement alerté sa famille. Environ une semaine après sa disparition, la police a sollicité l'aide du public. Elle a diffusé la description de Suzanne et a fouillé la zone où elle avait été vue pour la dernière fois, mais aucune information utile n'a émergé. Juste avant Noël de cette année-là, les enfants de Suzanne se sont tournés, désespérés, vers les médias, implorant toute personne ayant un indice susceptible de les mener à leur mère. Mais personne ne s'est manifesté, et l'espoir de la famille s'est lentement évanoui. Presque un an plus tard, une autre femme de la même région a disparu dans des circonstances similaires. Shelley Armitage, âgée de 31 ans, a été filmée par une caméra de surveillance sur Sunbridge Road à Bradford à 10h09 du soir, le 26 avril 2010. Sur l'enregistrement, elle apparaît seulement pendant 15 secondes. C'est la dernière fois que quelqu'un l'a vue. Shelley est née le 22 septembre 1978, aînée des 3 enfants de Daryl et Jill Armitage. Elle a grandi à Shipley, une ville voisine, dans une famille profondément catholique, ce qui l'a amenée à fréquenter exclusivement des écoles catholiques pour filles. Pendant sa scolarité, elle était populaire et avait un grand cercle d'amis. Mais après l'école, elle a commencé à expérimenter la drogue, et malgré les efforts de ses parents qui ont dépensé leurs économies dans divers programmes de réhabilitation, son addiction ne faisait qu'empirer. Pour financer sa consommation, Shelley s'est finalement tournée vers la prostitution. Pourtant, les autres femmes travaillant dans la rue la décrivaient comme une personne extrêmement sociable et protectrice. Elle veillait toujours à la sécurité de ses collègues. En avril 2009, Shelley se trouvait en voiture avec son compagnon qui était sous l'influence de l'alcool. Lorsque la police les a arrêtés, ils ont tous deux agressé un officier et ont été interpellés. En mars 2010, Shelley a plaidé coupable pour une agression et pour possession illégale de couteaux à 2 reprises. Son audience de jugement était prévue pour le 17 mai, une comparution à laquelle elle ne se rendra jamais. Ses proches et amis se sont immédiatement lancés à sa recherche, mais comme pour Suzanne, il n'y avait aucune trace d'elle. Shelley était très appréciée, de nombreuses femmes du quartier la connaissaient, mais malgré les recherches intensives, aucun indice n'a permis de la retrouver. La dernière personne à avoir vu Shelley était une de ses connaissances, Bridget Farrell,
également travailleuse du sexe. Quelques jours après la disparition de Shelley, Bridget a croisé Stephen Griffiths et lui a demandé s'il l'avait aperçue. Il lui a répondu étrangement « Ne t'inquiète pas, ma belle, elle va bien ». Le 22 mai 2010, seulement 5 jours après la date de convocation au tribunal de Shelley, une autre femme a disparu. Suzanne Blamiers, âgée de 36 ans. Suzanne est née le 26 février 1974, est née des 3 enfants de Normand et Marie Blamiers. Son père était concessionnaire automobile et a plus tard fondé sa propre entreprise, ouvrant plusieurs showrooms, ce qui a offert à la famille un niveau de vie confortable. Suzanne était une élève brillante dans une école affiliée à l'église catholique locale et a ensuite poursuivi des études d'infirmière au collège de Bradford. Pendant ses études, elle s'est fait beaucoup d'amis et sa vie sociale est devenue plus importante que son éducation. Ses proches affirmaient plus tard qu'elle avait eu une enfance très protégée et qu'elle essayait peut-être de s'en éloigner. En juillet 1994, elle a épousé Simon McGuinness, le frère d'une de ses amies. Son père, Norman, méprisait tellement Simon qu'il a refusé d'assister au mariage. Ce mariage n'a pas apaisé Suzanne. Elle a continué à sortir, à faire la fête et a finalement été exclue de son école. Peu à peu, elle est tombée dans la dépendance à l'héroïne et, comme les 2 femmes disparues avant elle, a commencé à se prostituer pour financer son addiction. À la fin des années 90, elle a divorcé de Simon et son nouveau compagnon l'a introduite dans le monde du crack. Aux premières heures du 22 mai, Suzanne a passé du temps avec une amie, également travailleuse du sexe, avant qu'elle ne se sépare. Ce fut la dernière fois que Suzanne a été vue vivante. Stephen Griffiths aimait dire qu'il deviendrait plus célèbre que l'éventreur du Yorkshire, le qualifiant de chaton comparé à lui. Mais ses prédictions ne se sont pas réalisées. Il a commis des erreurs qui allaient précipiter son arrestation. Après avoir été vu sur la caméra de surveillance de Sunbridge Road, Shelley s'est rendu à l'appartement de Stephen. Là, il l'a tué avec une arbalète avant de démembrer son corps dans sa salle de bain. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a enregistré tout le processus avec son téléphone portable. Plus tard, ce même téléphone a été oublié dans un train où il a été retrouvé par un passager et remis aux autorités. Sa deuxième erreur fatale s'est produite lorsqu'il a emmené Suzanne dans son appartement. À un moment donné, elle a réussi à s'échapper et s'est précipitée dans le couloir de l'immeuble. Cependant, ce couloir était équipé d'une caméra de surveillance. Sur l'enregistrement, on voit Stephen courir derrière elle, armé d'une arbalète. Lorsqu'il l'a rattrapée, il l'a plaquée au sol et traînée de force vers son appartement. Puis il s'est retourné à traverser calmement le couloir, a ramassé son arbalète et lui a froidement tiré une flèche dans la tête. Ensuite, il l'a traînée à l'intérieur. Fin d'1 minute plus tard, on le voit ressortir de son appartement, remarquer la caméra de surveillance, lever la main et faire un doigt d'honneur avant de retourner à l'intérieur. Lorsqu'un des propriétaires de l'immeuble a visionné la vidéo, il a immédiatement appelé la police. Le 24 mai, environ 60 policiers se sont rendus à l'immeuble et se sont dirigés vers l'appartement numéro 33. Lorsqu'ils ont défoncé la porte, Stephen a simplement déclaré « Je suis là ». Il a été arrêté et conduit au poste de police. Le 24 mai, environ 60 policiers se sont rendus à l'immeuble et se sont dirigés vers l'appartement numéro 33. Lorsqu'ils ont défoncé la porte, Stephen a simplement déclaré « Je suis là ». Il a été arrêté et conduit au poste de police. À l'intérieur de l'appartement, la police a fouillé chaque recoin en espérant retrouver Suzanne vivante. Sur la vidéo, ils avaient vu Stephen lui tirer dessus avec son arbalète, mais ils ignoraient si la blessure lui avait été fatale. Malheureusement, malgré une fouille approfondie, il n'y avait aucune trace de Suzanne. Cependant, la collection de livres, magazines et DVD de Stephen laissait peu d'espoir quant à son sort. Lors des interrogatoires,
Stephen a ouvertement avoué les meurtres de Susan Rushworth, Shelley Armitage et Susan Blamires. Mais il a ensuite affirmé avoir tué 6 femmes au total et que tous les crimes avaient été commis par son alter ego, Ven Paraya. Il a froidement décrit comment il avait tué, démembré et fait disparaître les corps de ses victimes, ajoutant qu'il avait consommé des parties de leur chair. Il a expliqué avoir tué Suzanne dans sa chambre en lui assénant un coup de marteau sur la tête. Ensuite, il l'a démembré, a cuit certaines parties de son corps et les a mangées. Il a déclaré aux enquêteurs qu'il s'était ensuite débarrassé de tous ses restes et avait même remplacé son four, utilisé pour la cuisson de la chair humaine. Il a ajouté qu'il avait vécu plusieurs mois sans four avant d'en acheter un nouveau et que celui-ci pourrait encore contenir des traces d'ADN de Shelley. Contrairement à elle, cependant, il a prétendu avoir mangé des morceaux de Suzanne crus. Il a expliqué qu'il avait étudié les techniques de dissimulation de meurtre et se considérait comme un expert dans l'élimination des corps, affirmant aux enquêteurs qu'il ne retrouverait jamais les restes de ses victimes. Cependant, dès le lendemain, un sac à dos noir flottant sur la rivière Aire à Shipley a été découvert. Il s'était coincé près de la rive et lorsqu'il a été récupéré, il contenait des restes humains. Une vaste opération de recherche a immédiatement été lancée et des plongeurs ont fouillé la rivière à la recherche de preuves. Peu après, ils ont repêché une grande valise noire à roulettes. À l'intérieur, ils ont trouvé des couteaux, une scie, des lames de rasoir et une grande quantité de tissus humains. L'analyse médico-légale a confirmé que les restes dans le sac à dos appartenaient à Suzanne, tandis que ceux contenus dans la grande valise étaient ceux de Shelley. Le corps de Suzanne, lui, n'a jamais été retrouvé. Lors de la perquisition de l'appartement de Stephen, la police a saisi 2 arbalètes, son ordinateur, 30 couteaux et une caméra numérique. Des traces du sang de Suzanne ont été retrouvées dans sa chambre, tandis que d'autres preuves sanglantes ont été découvertes dans sa salle de bain. Quant au téléphone que Stephen avait perdu dans le train, il a été trouvé par un groupe d'amis qui ont réussi à le déverrouiller et à visionner son contenu. Ils l'ont ensuite revendu, mais il a fini par atterrir entre les mains de la police et est devenu une preuve clé contre lui. Ses affirmations selon lesquelles il avait tué 3 autres femmes n'ont jamais pu être confirmées. Les dossiers des femmes disparues dans la région ont été examinés, mais aucune ne correspondait à sa description. Lors de sa première comparution devant le tribunal, lorsqu'on lui a demandé son nom, il a répondu « Le cannibale à l'arbalète ». Quand on lui a demandé son adresse, il a répondu avec désinvolture « Ici, je suppose ». Il faisait partie de ces tueurs qui utilisent leurs crimes pour attirer l'attention et se sentir puissants. De nombreux meurtriers agissent pour différentes raisons, mais même ceux qui planifient leur meurtre ne s'en vantent pas ouvertement devant un tribunal. Stephen faisait partie de la pire catégorie de tueurs, ceux pour qui leur arrestation est une victoire, car elle leur procure ce qu'ils recherchent, le choc et l'indignation du public. Dans la salle d'audience, il savourait les réactions des familles de ses victimes, affichant une indifférence glaciale devant le juge. Alors qu'il attendait son procès en prison, les gardiens l'ont retrouvé dans sa cellule avec un sac en plastique sur la tête et une chaussette nouée autour du cou. Un surveillant l'a rapidement réanimé et un médecin de la prison a confirmé qu'il n'avait subi aucun dommage permanent. Le personnel pénitentiaire a estimé que Stephen avait tenté de simuler son suicide, car son histoire avait disparu des premières pages des journaux après que Derrick Byrd eut tué 12 personnes lors d'une fusillade en Cumbria le 2 juin 2010. Ils pensèrent qu'il cherchait simplement à attirer de nouveau l'attention sur lui. Après avoir été examiné par des psychiatres et déclaré apte à être jugé, Stephen Griffiths a plaidé coupable pour 3 meurtres le 21 décembre 2010. Le même jour, il a été condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui signifie qu'il ne sortira jamais. Malgré le fait que le meurtrier de sa fille ne pourrait plus jamais faire de mal à quiconque,
La mère de Suzanne savait que sa famille porterait cette souffrance pour le reste de sa vie. Elle a déclaré « Chaque matin, je me réveille en pensant à ma fille intelligente, éloquente et aimée. À cause de ce qu'a fait cet homme, moi aussi je purgerai une peine à perpétuité. »